Je sais, j'ai pas besoin de toi pour savoir que l'argent ne fait pas le bonheur. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification. Hello, on est Mavic Et Frédéric. Divorcé, Voilà. amoureux, Heureux. parent de 5 enfants, Et chien là. expatrié, non pas dit, et chez là, non. On n'a pas dit ça, non. Hello! Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, Frédéric et moi avons une apparence plus formelle que d'habitude parce qu'on va parler d'argent. Vous êtes extrêmement nombreux à nous dire que c'est compliqué. Dans votre couple, c'est complexe de parler d'argent. Mais ce dont moi, je me suis rendu compte en lisant vos commentaires, c'est que c'est complexe la plupart du temps parce que vous ne savez pas comment initier cette conversation au sujet de l'argent. Donc, Frédéric et moi, on va partager avec vous des questions que, d'après nous, vous pourriez vous poser. Attention, vous n'êtes pas obligé de poser les questions comme on vous les pose. Vous n'êtes même pas obligé de poser les questions qu'on vous pose. Vous pouvez juste vous dire, tiens, il faut que je parte à la recherche de telle ou telle information. On va échanger aussi au fur et à mesure qu'on va vous poser les questions parce qu'entre Frédéric et moi, ça ne s'est pas passé comme ça. On a discuté d'argent hyper naturellement et du coup, ça a été un peu compliqué pour nous de vous proposer des questions. Donc, il est possible dans la formulation que vous trouviez des questions formelles parce qu'il a bien fallu, pour vous proposer des questions, il a bien fallu qu'on les rédige. Sentez-vous libre de les adapter, mais quoi qu'il advienne, il faut que vous ayez ces conversations d'argent. Alors, les conversations liées à l'argent ne sont certainement pas les conversations les plus romantiques, mais elles sont néanmoins extrêmement importantes. Voici ce qu'une étude prouve. Les couples divorcés sondés n'étaient que 29% à avoir parlé d'argent, alors avec leur ex-partenaire. Alors que plus de 50% des couples qui restent soudés ont eu des conversations d'argent avec leur partenaire. Donc, si ça se trouve, l'argent est bien souvent un point de désaccord, un sujet de désaccord. Et je pense aujourd'hui que c'est un sujet de désaccord simplement parce qu'on n'aborde pas le sujet. Donc, si vous devez avoir une conversation au sujet de l'argent avec votre partenaire, nous, on vous recommande d'avoir des conversations franches, d'essayer de dégager votre ego de la conversation. C'est important qu'on puisse parler d'argent régulièrement, de la gestion financière régulièrement. Par exemple, qui est-ce qui est responsable de payer quelle facture, quel montant on va réserver aux urgences, à la planification, à la retraite, etc. Alors moi, je trouve que ce sont des discussions qui sont particulièrement importantes. Et j'ai même envie de dire fondamentales, mais bien fondamentales dans le sens où ça fait partie des fondations de la relation. Ça peut se faire au moment, alors, pas forcément qu'on commence à sortir ensemble, mais bon, quand on commence à être dans un truc, on va se marier, on va acheter une maison, on a prévu d'aménager, pas forcément de se marier, mais de vivre ensemble, etc. Enfin, à l'étape au-dessus. Euh, il faut en fait vérifier que, parce qu'on ne voit pas forcément tous ces rapports à l'argent de la même manière, donc il faut vérifier qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais être sur la même longueur d'onde, ça ne veut pas dire forcément être d'accord avec la manière dont on le voit. Mais ça veut dire à un moment que chacun ait eu le temps d'expliquer comment il voit sa gestion de son argent et de l'argent du foyer. Complètement. Et pour vous donner une anecdote, pour moi, il ne faut pas que vous voyiez les choses comme figées. Le rapport à l'argent peut évoluer de dingue. Moi, quand j'ai rencontré Frédéric, parler d'argent, de comptes communs, de dépenses communes, de dépenses tout court, était normal. Parler de prix, etc., était normal. Et pour moi, c'était extrêmement vulgaire. Je trouvais malvenu qu'on discute du prix de quoi que ce soit, à tel point que à peine j'avais acheté quelque chose, j'enlevais le prix de la chose parce que je trouvais que ça ramenait la chose à sa valeur financière et je répétais en boucle bien matériel n'est que poussière. Ce à quoi Frédéric répondait, bien matériel n'est que poussière, c'est une expression qui est réservée soit aux gens extrêmement riches, soit aux gens extrêmement pauvres. Ton histoire de bien matériel n'est que poussière, à un moment il va bien falloir sortir l'argent pour payer les choses. Et donc, on a eu un temps d'ajustement pour que j'arrive à comprendre que c'était pas vulgaire, c'était la vraie vie et qu'on n'était pas encore suffisamment riche pour considérer que le prix de quoi que ce soit ne comptait pas. Donc, il y a eu ce temps où Frédéric a fait la moitié du chemin pour venir vers moi et essayer qu'on ne parle pas d'argent pour tout. Et moi, j'ai fait la moitié du chemin pour aller vers lui en entendant
qu'il fallait à un moment avoir certaines conversations. Donc, tout ça pour vous dire que le fait que l'autre ait du mal ou que l'autre soit mal à l'aise ou que l'autre simplement ait une autre vision de l'argent que vous. Frédéric et moi, j'étais pas mal à l'aise, je trouvais juste ça vulgaire. Donc, ça peut évoluer. Votre rapport à l'argent peut évoluer et vous pouvez de façon pacifique construire votre relation conjointe à l'argent. Donc, maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions que vous pourriez vous poser ou que vous pourriez utiliser pour commencer une conversation ou que vous pourriez avoir vous en tête lors d'une conversation pour amener certains sujets sur la table. Alors, avant de parler des questions qu'on a préparées, comme tu as dit, ce sont des questions qui peuvent paraître formelles, etc., mais il faut bien les poser d'une manière ou d'une autre. Après, chacun va aménager les questions comme il veut, mais moi, je pense que ce qui est important, c'est que c'est pas tant la notion d'argent pour forcément rentrer dans les détails. Est-ce que celui-là achète 3 pommes alors qu'on en a besoin que 2? Enfin, c'est pas ça la logique. La logique est bien une logique. Il y a 3 entités dans un foyer. Il y a l'entité, enfin, le conjoint numéro 1, le conjoint numéro 2 et le foyer. Donc, quelle que soit la manière dont on va fonctionner, on peut soit effectivement séparer tout en deux à 50% ou au prorata du salaire ou je ne sais pas trop quoi. On peut aussi se dire, ben moi je prends telle facture, toi tu prends telle facture et autre, mais à un moment ou à un autre, il faut bien qu'il y ait une discussion. On peut aussi se dire, ben non, c'est toi qui paies tout, moi je ne paie pas, enfin je m'occupe des enfants ou je travaille. Enfin, quelle que soit la logique que chacun a acquis, et les logiques sont toutes bonnes, à partir du moment où elles conviennent aux deux conjoints, c'est bon, il n'y a pas de jugement de quoi que ce soit. Mais c'est important. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ton propos, toujours dans l'esprit de ce que je vous disais tout à l'heure? Frédéric vous dit qu'il peut y avoir, par exemple, une répartition des dépenses au prorata du salaire ou à 50-50, ou alors l'un paie financièrement tout, là où l'autre fait tout. Mais quoi que vous décidiez, les choses peuvent évoluer. Est-ce que vous êtes rencontrés, l'un des deux ne travaillait pas, donc c'était normal que l'autre paie l'intégralité des dépenses et au moment où le deuxième va travailler, on va faire évoluer les choses. On s'est rencontrés tous les deux, on avait des niveaux de revenus différents, donc les charges étaient réparties au prorata, nos revenus respectifs ont évolué, on a aussi réparti différemment les dépenses, rien n'est figé. Et moi, je pense que c'est fondamental de toujours être en train de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour donner plus d'air à chacun, histoire que l'intégralité de la pression financière ne porte pas sur l'un ou sur l'autre. Et la pression financière, ce n'est pas forcément le fait de payer. Dans certains couples, l'un paie tout, l'autre ne paie rien, mais c'est celui qui ne paie pas qui est responsable de pointer les comptes et de faire la gestion. Et là, en l'occurrence, encore une fois, la pression est répartie sur les deux, puisqu'il y en a un qui s'occupe de la gestion financière, là où l'autre paie. Donc, attention à ne pas croire que ce que vous allez définir va être figé de façon définitive. Je voulais juste confirmer ton propos. C'était une bonne confirmation. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on passe aux questions? C'est bon. On y va. Moi, je pense que l'une des premières questions qu'il faut se poser, c'est quels sont tes objectifs financiers d'une manière générale? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir d'une manière générale? Comment tu vois les choses? Ça permet d'arriver à la conclusion, c'est ça qui permet d'orienter la discussion vers est-ce qu'on fait un conjoint? Est-ce qu'on reste séparé? Est-ce qu'on sépare les factures? Comment on s'organise? L'autre chose dans les objectifs financiers généraux, c'est aussi comment tu vois ton évolution. Est-ce que tu te vois investir, rester locataire? Enfin, j'en sais strictement rien. Et c'est ça aussi est-ce que tu as l'intention de monter une entreprise? Quels sont, financièrement, d'une manière générale, comment tu vois ton futur, en fait? Donc, quels sont, pour la mettre en mode. Alors, j'ai 2 remarques sur ta question. La première, c'est que je pense que là, dans les objectifs financiers généraux, je pense qu'il faut aussi demander à la personne quel est son rapport ou quel est pour elle le ratio dépenses-épargne. Alors, moi, j'ai quand même un autre truc, parce que tu as parlé de ça, je n'ai pas rebondi, parce que j'ai oublié après ça. Il ne faut pas non plus que l'histoire de parler d'argent devienne une histoire
un truc, enfin, il faut, une fois qu'on a posé la question, une fois qu'on a posé le problème, ça va prendre un peu de temps enfin, poser la discussion, ça va prendre un peu de temps à avoir tous les échanges. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un truc qu'on fait tous les samedis soirs, en fait. Complètement. Parce que là, ça devient chiant, parce que personne n'est passionné par ça. Donc, il faut, voilà. Donc, pour répondre à ta aller question. dans ton sens, moi, je pense qu'on peut, au début, avoir cette conversation-là et accepter que la première conversation soit longue, ne soit pas une conversation autour d'un repas, etc. Et après, on peut se dire que au moins une fois par an, on a une grosse conversation où on sait où on va pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait. Ou quand il y a une évolution significative. Et dans le courant de l'année, hors gestion habituelle, dans le courant de l'année, chaque fois qu'il y a une évolution significative dans un sens comme dans l'autre, ou une ambition ou un désir significatif. Donc, ce que je te disais, c'est que c'est aussi là qu'il faut, parce que pour certaines personnes, l'épargne, c'est important, c'est très important, et parfois l'épargne fait peser une grosse pression. Donc, c'est là qu'il faut en parler. Est-ce que tu préfères avoir, je sais que quand on s'est rencontrés, à choisir, pour toi, les vacances, c'était très important. Moi, je préférais faire l'impasse sur les vacances pour avoir un quotidien extrêmement large. Et ça, ce sont des choses qu'il faut dire. Et de façon à... Non, mais ça rentre même pas forcément dans l'épargne, dans le sens où... Non, mais dans certains couples, les vacances... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais les vacances où... enfin, bref, ça fait partie des dépenses qui sont pas forcément des dépenses quotidiennes, mais qui sont des dépenses événementielles, etc. Par contre, l'épargne, oui, ça suppose une épargne. Sinon, ça fait ok, d'accord. Mais il y a la vraie épargne, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent avoir de côté en prévision des coups durs, pas forcément pour passer des vacances ou autres, mais qui mettent de l'argent de côté en prévision des coups durs. Il y a des gens aussi qui mettent de l'argent de côté. Il y a beaucoup de gens qui utilisent. Une fois, il y avait une étude sur l'utilisation du livret A. Pourquoi les gens continuent à avoir un livret A alors qu'ils savaient bien que ça ne rapportait pas grand-chose? Eh bien, je ne me souviens plus des ratios, mais la plupart des gens, mais une grande majorité disaient, mais c'est en prévision du paiement des études des enfants. Complètement. Donc, en fait, les gens mettent de l'argent de côté, ils savent que ça ne va pas leur rapporter. Mais l'argent est bloqué. Mais l'argent est là et le jour où ils en ont besoin pour les études des enfants, donc c'est bien une épargne à long terme. Deuxième chose qui me surprend, c'est que tu commences par ça. Il m'avait semblé que si tu devais commencer une conversation d'argent, tu m'aurais demandé combien tu gagnes, combien tu veux gagner, etc. Alors, moi, je commencerai par les objectifs généraux parce que ça permet... En fait, on est toujours dans une logique, on l'a mis en exemple, on est toujours dans une logique où... ça ne fait pas 10 ans qu'on est ensemble, en fait. J'imagine que quand ça fait 10 ans, si le problème devait être posé, il a été posé. Non, pour la plupart d'entre nous. Non, mais je sais, mais c'est bien pour ça qu'on fait ça. Mais enfin, en tout cas, dans notre cas, moi, je n'aurais jamais attendu 10 ans pour discuter d'argent avec toi. Donc, je pense que en fait, la question est un peu générale, mais elle permet en fait d'avoir un échange où chacun peut s'exprimer en disant, voilà, comme ça que moi, je vois la gestion de mon argent, du foyer, etc. etc. J'ai compris. Alors, moi, je pense que ce serait important de demander à l'autre, est-ce que tu es OK avec l'idée de partager des renseignements financiers avec moi? Oui ou non? Maintenant ou dans un futur proche? C'est important de savoir jusqu'où l'autre est prêt à aller dans ce fameux échange. Comme on vous disait tout à l'heure, c'est possible au début que la personne soit choquée parce que elle n'a jamais discuté d'argent dans ses relations précédentes, parce que dans sa famille, l'argent est tabou, parce que sur le coup, sa situation financière n'est pas flambeau, donc c'est possible. Donc pour moi, il faut vraiment poser la question en deux temps. Est-ce que tu es OK pour partager des renseignements, des informations financières avec moi? Et si oui, est-ce que tu es OK pour qu'on en parle maintenant? Et sinon, est-ce que tu as besoin de temps, etc. Parce qu'il faut savoir. Pour moi, pour planifier un avenir financier ensemble, il faut qu'on ait une physionomie claire de nos revenus respectifs, de nos niveaux d'endettement respectifs, de notre passif, de notre actif. Pour moi, la réponse à ces questions va vous permettre de circonscrire le comportement financier de l'autre et va vous donner des indices qui vont vous permettre d'envisager ou pas un avenir financier avec la personne. Vous pouvez
aimer quelqu'un, partager la vie de quelqu'un, mais décider que financièrement, vous allez rester séparés parce que la façon dont l'autre conçoit la gestion financière ne vous convient pas. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il faut juste savoir et ne pas aller s'engouffrer dans une merde financière avec quelqu'un simplement parce que vous n'avez pas demandé à la personne si tu es OK pour partager des informations financières avec moi. Il est possible que l'autre ne soit pas prêt à échanger avec vous pour le moment. Alors, il est possible que l'autre soit mal à l'aise. Si vous voulez que l'autre échange avec vous des renseignements financiers, vous pouvez commencer par lui dire, si tu préfères, on peut commencer par moi et voilà ce que moi, je suis OK pour partager avec toi. Si l'hésitation persiste, pour moi, il est toujours temps de se demander, est-ce que vraiment vous voulez mettre vos actifs financiers en commun? Si tu n'es pas prêt à partager quelque information que ce soit avec moi, peut-être que ce n'est pas la peine qu'on ait une gestion financière commune. Mais ça amène à deux choses. Les gens qui décident de ne pas avoir de gestion financière commune, il faut bien arriver à dissocier la relation sentimentale et la partie financière, en fait. Complètement. La partie financière peut être gérée de manière extrêmement simpliste. Ce mois-ci, c'est moi qui paie tout. Le mois prochain, c'est toi qui paie tout. Et puis, basta, c'est équilibré. Et puis, on n'est pas obligé de savoir combien je gagne ou quoi. Puisque, de toute façon, ce mois-ci, c'est mon mois. Le mois prochain, c'est mon mois. Et puis, basta. Ça, les gens qui sont en colocation, certaines fois, ce mois-ci, c'est mon mois de loyer. Le mois prochain, c'est ton mois de loyer. Et par conséquent, tant que c'est équitable, tu n'as pas besoin de t'informer de plus de choses. Complètement. Une autre question qui me paraît importante, j'en ai un peu parlé sommairement, mais c'est le montant éventuellement des dettes de la personne. Alors, on est toujours dans la logique, si on a décidé de partager notre gestion financière, c'est important de savoir les dettes de l'autre et c'est important aussi que l'autre connaisse nos dettes. Quand je dis dettes, j'entends aussi bien des anciens crédits de voiture ou autres, de maison par exemple ou autre, et aussi des dettes qu'on peut avoir, des crédits conso, mais aussi des dettes qu'on peut avoir avec, je ne sais pas, on a eu un retard de paiement d'impôts, je ne sais pas pourquoi, enfin bref. Alors si c'est 15 €, c'est peut-être pas la peine d'en discuter, mais en fait, c'est vous à savoir le niveau d'importance que ça peut avoir ou pas, parce que si chaque mois vous devez payer ça peut-être pas une dette, mais si vous avez une pension alimentaire, par exemple, c'est quand même pas mal que l'autre sache que tous les mois, vous devez payer 500 ou 600 € de pension alimentaire. Il n'y a pas de jugement à ça apporter, parce que de toute façon, c'est la loi, donc il n'y a pas à discuter est-ce que tu devrais les payer ou pas. Mais son salaire est bien diminué de 600 € chaque mois. Voilà, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, autant le partage des informations financières que le partage sur les dettes en particulier sont importants parce que ça permet de lever des tabous. Vous savez ce qui existe parfois dans une relation au début où l'un des deux emmène l'autre dans des restaurants fancy, faire des trucs hyper éblouissants et le deuxième est un peu gêné parce qu'il ne peut pas faire l'appareil, rendre l'appareil. Là où le premier, lui, n'est pas gêné, n'attend pas que le deuxième rende l'appareil. Combien de relations s'arrêtent parce que vous ne pouvez pas faire les mêmes cadeaux que l'autre? Ça vaut le coup de dire, voilà combien je gagne et comme ça, au moins, il n'y a pas de tabou. Voilà le genre de cadeau que je peux te faire, voilà le genre de moment qu'on peut passer ensemble, que moi, je peux offrir, ou voilà la fréquence à laquelle je peux faire telle et telle chose. Ça évite qu'il y ait des espèces de malaise où du coup, vous vous retrouvez à dire non pour un resto alors que vous avez bien envie d'y aller, ou vous vous retrouvez à être blessant avec celui qui offre un cadeau, simplement parce que vous savez que vous ne pourrez pas offrir le même cadeau. Je trouve que ça met les choses à plat. Et rappelez-vous, rien n'est immuable. Il y a eu des moments, je crois qu'on l'a déjà dit dans des vidéos, où Frédéric et moi, on a mangé pâte, huile d'olive, et puis piment et fromage. Et c'est OK. Enfin, on a passé notre temps de pâte, huile d'olive, fromage et piment. Mais c'était clair, en fait. À ce moment-là, il n'y avait pas de cadeau, ça ne faisait pas de cadeau, et on s'aimait. Et puis c'est tout. Donc, je suis d'accord avec Frédéric sur les échanges au sujet des dettes, surtout quand on a, par exemple, été chef d'entreprise ou quand on a été, comme Frédéric le dit, marié ou engagé sentimentalement avant.
Alors, je pense que ça vaut le coup de se demander, c'est quoi ton avis sur la gestion conjointe des finances? Je pense qu'un couple ne doit pas nécessairement avoir un compte conjoint. Frédéric et moi ne sommes d'ailleurs pas pour le compte conjoint unique. Qu'il y ait un troisième compte qui soit un compte conjoint, on n'est pas OK avec l'idée du compte conjoint unique. En fait, beaucoup de couples choisissent de garder des comptes séparés. Aujourd'hui, des études montrent que parmi les millénials, 49% des couples n'ont pas de compte commun et 63% des couples n'ont pas de carte de crédit commune ou n'ont pas de crédit commun. Donc, ça montre que ce n'est pas une obligation. Par contre, quelle que soit votre préférence quant à la gestion des finances, il faut que vous connaissiez l'opinion de l'autre sur le sujet dès le départ, afin que les attentes de chacun soient claires et que vous ne vous retrouviez pas à vous engueuler plus tard. Moi, j'ai toujours dit à Frédéric, moi, l'histoire d'avoir un compte commun, d'ailleurs, moi, ça me paniquait complètement d'avoir un chèque où il y aurait écrit Monsieur et Madame Fermelli. Je déteste cette idée. J'ai toujours dit à Frédéric, mais c'était simple parce que lui non plus n'était pas pour le compte conjoint unique. Mais dans certains couples, c'est important. J'ai des amis qui, à peine ils s'étaient mariés, avaient un compte commun. Et j'ai des amis femmes pour qui c'était important d'avoir une carte de crédit où il y avait écrit Monsieur et Madame, un chéquier sur lequel il y avait écrit Monsieur et Madame. Quelles que soient les raisons pour lesquelles c'est important pour vous, il faut le dire à l'autre. C'est comme pour moi l'histoire du mariage. Pour moi, le mariage, c'était important. Je voulais élever mes enfants dans le mariage. J'ai dit à Frédéric au bout du deuxième rendez-vous, si tu sens que tu n'es pas OK pour le mariage, c'est pas la peine qu'on aille au troisième rendez-vous parce que de toute façon, ça chez moi, ça va pas changer. Et il était OK. Tout comme il m'a dit certaines choses en me disant, enfin, pour moi, ça c'est important. Je crois que ce sont des sujets qui doivent être débattus, comme dit Frédéric, avant qu'on passe à une autre étape dans un couple. Ma question suivante va se rapprocher évidemment des autres, puisque, enfin de la première en tout cas, c'est sur la partie du domicile. Est-ce que tu envisages, enfin, est-ce que le conjoint envisage de devenir propriétaire, de rester locataire? Est-ce qu'on envisage d'acheter? Est-ce qu'on envisage de construire sur le terrain familial? Enfin bref, c'est pas forcément, comme dit Mavic, c'est pas forcément ceux qui sortent de la discussion là va pas être forcément ce qui va être fait dans 1 an, dans 2 ans ou plus. Mais ça permet au moins de connaître. En fait, toute la logique, c'est pouvoir exprimer sa manière de voir les choses et entendre la manière de voir les choses de l'autre. Ce qui permet de voir les points sur lesquels on est raccord. Comme on est raccord, il n'y a pas besoin d'en discuter longtemps. Et les points sur lesquels on n'est pas d'accord, est-ce qu'ils sont graves ou pas graves et quelle importance on leur donne et qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Ouais. Quand Frédéric et moi on s'est rencontrés, encore une fois, on avait des visions complètement opposées des choses. Pour Frédéric, il valait mieux devenir propriétaire parce que un loyer, c'était de l'argent fichu en l'air, etc. C'était mieux. Et je pense que ça, notre rapport à l'acquisition immobilière est intimement lié à la culture familiale. Et moi, dans ma famille, j'avais jamais, enfin, mes parents sont propriétaires de leur maison, mais c'était pas des conversations que j'avais eues avec mes parents, être locataires ou propriétaires. J'avais plutôt discuté de créer des entreprises ou ne pas créer d'entreprise. Et donc, moi, je voulais rester locataire. Frédéric trouvait que c'était mieux d'être propriétaire. Moi, je préférais rester locataire. Donc, ce que Frédéric disait, c'était l'argent, on va le dépenser. Autant le dépenser pour quelque chose qui nous appartient. Et moi, ce que je disais, c'est je veux pouvoir partir. Je veux pouvoir partir à n'importe quel moment. Et c'est plus facile de faire diminuer un loyer en cherchant un autre endroit où vivre que de faire diminuer la traite d'une maison. Et comme il vous dit, il a entendu mon point de vue, j'ai entendu le sien. Et en fait, mais c'est vrai, je me suis rangée à l'opinion de Frédéric. Au début, on a acheté donc notre maison en Normandie et bizarrement, vous savez quoi, après la maison, après l'aventure en Normandie, Frédéric s'est rangé à mon opinion. Moi, ce que je disais, c'est on n'est pas obligé d'acheter quand on arrive quelque part. Attendons de vivre, d'aimer, de choisir, de tester. Et une fois qu'on a décidé de vivre,
dans cet endroit-là, il est grand temps d'envisager d'acheter. C'est ce qu'on a fait quand on est arrivé à La Réunion. On a attendu 3 ans, 3 ans avant d'acheter. Et on a acheté parce qu'on était presque sûr qu'on ne resterait pas toute notre vie à La Réunion, mais on savait qu'on aimait suffisamment La Réunion pour que avoir une maison à cet endroit-là se justifie, ce qu'on n'avait pas fait quand on était en Normandie. Et là, typiquement, on arrive au moment où nos points de vue se rencontrent. Et très bizarrement, quand on est arrivé au Canada, donc on avait décidé de ne pas l'acheter, c'est moi qui ai appelé Frédéric un soir alors que j'étais en mastermind pour lui dire, je crois qu'on peut envisager d'acheter au Canada. Tout ça pour encore revenir à ce qu'on vous disait. Les points de vue changent. L'important, c'est d'entendre le point de vue de l'un ou de l'autre et d'accepter le fait que se convertir à l'opinion de l'autre, ce n'est pas échouer, c'est se ranger au point de vue du leader. Comme tu dis, pour nous, dans le couple, le leader, c'est toujours celui qui a le meilleur plan pour les deux. Donc, à l'instant T, lequel d'entre nous a le meilleur plan pour les deux? Je suis d'accord. Alors, ensuite, pour moi, la prochaine question, c'est vraiment m'a demandé beaucoup d'efforts parce que c'est typiquement le genre de truc auquel Frédéric pense, c'est moi qui me fait chier de ouf. C'est quels sont tes objectifs de retraite? Honnêtement, avant de rencontrer Frédéric, j'avais jamais pensé à la retraite. Moi, je suis la fille d'un créateur d'entreprise. Je suis la fille d'un homme qui a toujours envisagé de travailler, qui m'a toujours dit de toutes les façons, moi, je vote à gauche, mais je n'ai aucune illusion sur le système de retraite français. Et quand on sera à la retraite, il n'y aura plus de retraite pour nous. Donc, en fait, pour moi, la question de la retraite ne s'était jamais posée combien de trimestres, aller chercher. Et c'est Frédéric qui a emmené cette question-là dans mon cerveau. Demander à l'autre comment il envisage la retraite, c'est un bon moyen de savoir quel type de retraite votre partenaire envisage pour l'avenir. Je pense que mon père a toujours envisagé de travailler toute sa vie parce qu'il avait prévu de mourir tôt, mais il n'est pas mort. Et que maintenant, il commence à être fatigué. Et en fait, tu vois, c'est en le regardant que je me dis, il faut que je fasse différemment. Même si on est à la tête de nos entreprises, il faut un moment à se préparer pour le moment où on a besoin de lever le pied, où on a besoin de voyager, de découvrir le monde. Voilà, parce qu'à un moment, je voudrais juste qu'on puisse, j'espère que nos enfants vont vouloir venir dans leur voyage comme nous, mes parents. Au moment où on voudra voyager. Donc, faut demander à l'autre comment il envisage l'avenir, est-ce qu'il a de l'argent de côté, est-ce qu'il envisage de mettre de l'argent de côté. Et puis, je pense aussi que ça permet de voir à quel point l'autre est prudent ou pas. Je n'ai pas un caractère hyper prudent, donc il a fallu que Frédéric me dise, attention, enfin, il faut mettre de l'argent de côté en prévision de la retraite, en plus de ce que tu cotises. Mais moi, je serais toujours plutôt tentée de dire, mais non, mais enfin, même juste avant la retraite, on peut recréer un business de dingue, le faire grossir, le revendre, etc. Donc, ces questions vont vous permettre de comprendre comment l'autre envisage la retraite. Qu'est-ce qu'il a envie de faire comme activité, etc. Est-ce que ça coûte cher, etc. Est-ce qu'il veut vivre dans une... Moi, je me vois bien dans une résidence luxueuse, tu sais, où tu es familier pour aller dîner. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la question de la retraite. Non, moi je suis d'accord avec toi. La question de la retraite qui peut paraître extrêmement formelle, mais ça permet, on est toujours dans l'idée de poser, c'est comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas des discussions qu'il faut avoir tous les samedis, quoi. Mais ça permet de poser les choses et d'avoir le point de vue des deux côtés. Donc, moi, je pense que ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Il y a une autre question qui peut paraître un peu indiscrète, mais je pense que ça vaut le coup d'en discuter. Alors, moi, je l'ai mise en disant, comment décrirais-tu tes habitudes de dépenses? Je pense que le fait d'en discuter, ça oblige les deux parties à avoir un échange et à, par conséquent, éviter les sources de conflit en disant, ouais, mais tu vois, tu dépenses trop en voyage, ouais, tu dépenses trop en robe ou en pantalon, en chemise, enfin bref. Et donc voilà. Et après, ça permet aussi de savoir, le jour où on est un peu en difficulté ou un peu coincé, où est-ce qu'on peut couper, quoi.
Parce qu'à un moment, ben, on peut avoir des moments où on a besoin de faire des économies. Je suis hyper d'accord avec ça. Je pense que cette question oui, non, moi je trouve ta formulation bonne. Quand Frédéric et moi on s'est rencontrés, on ne faisait pas de grosses dépenses pour les mêmes choses. Pour Frédéric, les voyages c'est important, les vacances c'est important. En fait, c'est vraiment important pour lui de sortir de son quotidien pour faire autre chose. Donc, ça, c'était un poste sur lequel ça ne choquait pas de dépenser. Pour moi, enfin, à aucun moment ça n'avait pas fait partie de mon champ de vision, les vacances, dépenser comme ça. Là où moi, je vais ponctuellement dépenser, là où le reste de l'année ou le reste du mois, je vais dépenser peu. Mais c'est vraiment une façon de consommer dont il faut parler pour éviter, comme il dit, les discussions qui font chier, quoi. Quand tu rentres et que tu t'es acheté des vêtements et qu'on te dit, oh, tu as acheté tout ça, alors que toi, tu sais que ça fait 3 mois que tu t'es rien acheté. Oui, mais donc, en fait, moi, je trouve que ton regard est quand même un peu biaisé et je vais te dire pourquoi. Tu as cette capacité à passer de dépenser à ne plus rien dépenser, en fait. Parce que pour moi, bien matériel n'est que poussière. Oui, peut-être, mais en fait, non, ce que je voulais dire, c'est que au moment où on a voulu faire des économies pour X raisons, et ben à ce moment-là, boum, du jour au lendemain, tu as dit c'est bon, j'arrête, je ne dépense pas, et moi, j'ai fait pareil. En fait. Mais ça doit être dit, je pense. Ça oui, aide à relativiser. Non, mais c'est bien ce que je veux dire, mais ça, on le découvre aussi. En fait, la personne, honnêtement, dans la discussion, va dire, voilà, moi, c'est comme ça que je dépense mon argent, etc. Et puis, au fil de la vie, on va se rendre compte que non, que la personne croit qu'elle dépense son argent de telle manière, mais en fait, elle le dépense d'une autre manière. Mais il n'y a pas de jugement, en fait. À un moment, on s'est rendu compte, je prends un exemple très concret, c'est qu'on s'est rendu compte que en achat extérieur de nourriture, on dépensait beaucoup d'argent, trop d'argent. Alors, pas forcément en plus toujours de la bonne bouffe, mais trop d'argent parce que c'était, en arrivant à Toronto, tu as accès à plein de trucs à portée de main, enfin bref. On te livre, voilà, tu te livres, tu appelles, donc voilà. Et puis finalement, on a commencé à se rendre compte que ça nous coûtait un bras, quoi, en fait, à dépenser tout ça d'argent. On s'est dit, bon, il faudrait peut-être aller faire des courses, il faudrait peut-être faire différemment, enfin bref, même si on peut se faire un resto de temps en temps, mais d'arrêter. Non, ce qu'on s'est même dit, c'est il vaut mieux faire des courses régulièrement et faire un vrai bon resto, en fait, que d'avoir ces petits trucs à emporter régulièrement. Mais j'ai pris cet exemple, mais qui n'est pas un bon exemple parce que c'est un bon exemple sur la gestion des dépenses, mais nous, on n'en est plus à connaître nos habitudes de dépenses. Je connais tes habitudes de dépenses, tu connais les miennes. Mais si j'étais juste pour prendre un exemple, de questions qu'il faut se poser, à mon avis, au départ. Pour aller au bout de l'exemple de Frédéric. C'est Frédéric qui fait des trucs relous, etc., de comptes, etc. Et comme c'est lui qui fait, quand il est arrivé, il me dit, là, on a atteint la cote d'alerte, je ne conteste jamais. Je considère que, enfin, à partir du moment où il y en a un des deux qui s'occupe de la gestion, enfin, et on l'a dit dans une de nos vidéos, dans la vidéo Travailler ensemble, on disait, enfin, c'est celui qui est responsable de telle chose qui tranche. Donc, quand il arrive, il me dit, là, on n'est pas bon. Je dis juste OK et je lui dis OK, de combien il faut couper les dépenses. Et il y avait deux choses à ce moment-là qui étaient trop. C'était la nourriture à emporter et les livres que j'achetais sur Amazon. Je me suis fait remonter les bretelles. Je suis arrivée au paradis, en fait. En arrivant au Canada, j'avais accès à des livres, en fait, dans tous les sens, etc. Et pour aller au bout de son exemple, quand il vous dit qu'il faut vraiment connaître les habitudes de dépenses de l'autre, détrompe-moi si je fais une erreur, mais à partir du moment où Frédéric est venu dans la chambre et m'a dit, on a atteint la cote d'alerte sur telle chose, j'ai dit, OK, il faut qu'on coupe de combien? Quand il m'a dit, il n'avait aucun doute sur le fait que le lendemain, il n'y aurait plus jamais aucune dépense jusqu'à ce qu'il m'ait donné le go. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Non, mais c'est exactement ça. C'est bien ce que je voulais dire. C'est que on sait, ça, c'est parce qu'on a un certain nombre d'années de vécu, etc. Mais quand vous commencez, et la discussion, quand vous l'avez au démarrage, c'est important d'avoir cet échange. Je suis entièrement d'accord.
Alors, si vous décidez d'avoir une gestion, si au terme de cette conversation, vous décidez, ou dans cette conversation, d'avoir une gestion financière commune et de payer les factures ensemble, demandez à l'autre comment on ferait. Pour toi, quelle serait la gestion financière commune la plus confortable? Je pense que c'est important, plutôt que de laisser les choses au petit bonheur, la chance. J'avais vu un couple qui me disait, à la préparation au mariage, avant mon premier mariage, quelqu'un qui disait, non, Dieu pourvoit, alors on se dit jamais qui va payer, c'est celui qui a l'argent qui paie. Et quand personne n'a l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est important de se dire qui doit payer quoi. Non, mais quand personne n'a l'argent, c'est pas forcément un problème, puisque personne n'a l'argent. Mais chérie. Par contre, quand les deux ont l'argent, qui paye? Quand personne n'a l'argent. Pour moi, c'est plus grave quand personne n'a l'argent. Oui, c'est plus grave. Ton argent. Non, mais c'est plus grave, mais même si c'est plus grave, on n'a pas l'argent. Donc, en fait, on n'a pas. On va sous les ponts. On n'a pas. Par contre, quand les deux ont, qui fait cette dépense-là plutôt que l'autre? Surtout que on n'est pas forcément toujours dans un monde. Certains d'entre nous sont radins. Enfin, radin n'est pas forcément le bon exemple, mais sont plus près de leur sous que d'autres. Enfin, certains préfèrent privilégier l'épargne à la consommation courante, plutôt que de dire radin. Mais c'est vrai. Du coup, ça va. Si vous n'en avez pas discuté, c'est celui qui est OK avec la consommation courante qui va toujours payer. Donc, on en revient à l'histoire de la pression financière sur l'un ou sur l'autre. On se retrouve avec des situations ubuesques où il y en a un qui gagne X 1000 euros et qui est complètement étranglé parce que l'autre ne fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit payer? Qui paie quoi? Qu'il s'agisse des dépenses courantes et communes, comme faire les courses, payer les je sais pas moi, exactement. Qui est-ce qui paie la traite de la maison, l'assurance, le crédit voiture s'il n'y a qu'une seule voiture, et comment chacun s'en occupe. Par exemple, entre Frédéric et moi, chacun paie des trucs, on a une répartition. Par contre, la gestion à proprement parler, c'est Frédéric qui s'en charge. C'est-à-dire que moi, ça m'emmerde de m'occuper de ça. La seule chose que je passe, c'est vérifier que j'ai bien l'argent est bien sur mon compte. Ensuite, rentrer, faire les opérations, s'occuper des virements, c'est Frédéric. Mais s'il ne me dit rien, si je ne sais pas, si on n'a pas défini un certain truc ou si on n'a pas paramétré des virements, je vais faire comme me retrouver toute nue un jour sans savoir. En fait, il ne m'aura pas volé ou détroussé, il aura juste fait les paiements et je ne saurais pas. Donc, il faut savoir qui paie quoi. Par exemple, notre système ressemble beaucoup à ça. Vous pouvez faire simple. Vous pouvez avoir une personne qui s'occupe des dépenses courantes, les courses, l'eau, l'électricité, etc. Et une personne qui s'occupe des gros paiements à long terme, la maison, la voiture ou l'assurance ou des placements pour la retraite. Mais quel que soit, encore une fois, le système que vous allez choisir, il faut que vous ayez un système si vous voulez continuer ensemble. Et de préférence, un système qui convient aux deux. Toujours dans le fait de connaître l'autre, il faut aussi savoir si la personne doit de l'argent à sa famille, à ses amis, enfin, comment elle gérait, etc. Alors, ça peut paraître, encore une fois, de la vie privée, mais si la personne est soutien de famille, de sa maman ou autre, alors, il y a deux choses. Il y a droit de l'argent dans le sens où ton frère ou ta soeur t'a prêté de l'argent et qu'il faut remettre. Mais il y a aussi, c'est ça, tu es une partie de ta famille. Donc, c'est pas possible de faire autrement parce que ça fait partie d'une somme que si jamais tu ne la donnes pas ou que tu n'aides pas, tu vas mettre les autres dans la précarité. Voilà. Donc voilà. Donc ça fait partie aussi des sujets, à mon avis, à connaître. Sujet qui peut être délicat et qui devient en plus de tout, qui devient de plus en plus délicat si à un moment financièrement on est moins à l'aise, dans la mesure où ça peut poser un problème de savoir que tu payes pour les études de ta petite sœur. Voilà, pour les études de ta petite sœur, alors que tu n'as pas d'argent, on n'a pas suffisamment d'argent pour ceci. Ou pour payer l'assurance de la voiture. On conduit la voiture sans assurance.
je suis d'accord avec Frédéric. Et pour moi, toutes ces questions qui sont un peu délicates, vous devez vous sentir libre de mettre une pause à la conversation si d'un coup les émotions sont trop engagées. Et vous devez surtout vous sentir en sécurité pour donner votre avis. Si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, il faut le dire plutôt que dans le dos, aller dire à votre meilleur ami, ouais, mais ça fait chier, il fait les études de sa sœur alors que moi, je veux partir en voyage, alors que moi, je veux un bijou. Enfin, il faut pouvoir le dire et il faut pouvoir entendre nos opinions. Et je pense que c'est important quand on parle d'argent, de bien circonscrire le ton de la conversation. On a le droit de ne pas être d'accord sans s'insulter, sans s'accuser, sans remettre en question nos choix. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, parce qu'on pense que l'argent, c'est pas une discussion, qu'il n'y a que les sentiments qui comptent, certaines personnes se séparent parce que leur vision de l'argent n'est pas la même. Et c'est OK. C'est légitime. Si vous avez le sentiment que vous allez être en danger financier avec l'autre et que vous n'avez pas le sentiment que les choses puissent évoluer, c'est une raison aussi légitime qu'une autre pour ne pas aller plus loin. Et c'est pour ça que Frédéric et moi, on pense que c'est le genre de conversation qu'il faut avoir tôt. Elle a dit quelque chose. Oui, toutes ces questions qui sont un peu délicates, en fonction de comment vous êtes dans votre relation et comment l'autre peut appréhender les questions, elles ne sont pas obligées d'être posées en direct, en fait. L'autre n'est pas obligé de découvrir les questions. On a prévu d'en discuter samedi, et bien, il découvre toutes les questions samedi, en fait. Ce ne sont pas des questions pour s'amuser. Donc, on peut très bien poser les questions ou bien envoyer au WhatsApp des sujets qu'on voudrait aborder de manière à ce que l'autre il puisse se préparer, préparer ses réponses éventuellement, mais aussi se préparer à savoir que merde, il va y avoir quand même dans cette discussion des choses qui seront un peu inconfortables. Et de la même manière, elle ou il ou autre à son tour peut aussi avoir des questions. En fait, il faut vraiment arriver à dépassionner le truc, quoi. Donc, si vous sentez que c'est mieux de l'aborder en plusieurs fois, si c'est mieux de préparer les questions, si c'est mieux de dire, ben, je voudrais qu'on discute de ça, mais on en parle dans un mois. Enfin, bref, moi, c'est vous à définir le truc, mais c'est à vous de définir le rythme et tout ça, mais ça fait, pour moi, partie des choses dont il faut discuter. Ce que tu dis est cool. Dans une de nos vidéos, je ne sais plus, sur un des sujets, tu sais, on disait, je sais, tu sais, c'est une vidéo sur la planification en couple, où on disait, ben, vous pouvez vous donner un rendez-vous et vous dire, dans 2 semaines, on va parler de ça. Vous pouvez faire exactement la même chose. D'autre part, alors, ce que je vais dire pourrait sembler être l'opposé diamétral de ce que Frédéric dit, mais pour moi, l'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est pas obligé d'être chiant. C'est pas obligé d'être une discussion tendue. Ça peut demeurer un moment agréable que vous passez ensemble parce que vous apprenez à vous connaître, parce que vous parlez de choses dont vous n'avez jamais parlé avec un autre partenaire. C'est pas obligé de se faire ni dans l'agressivité, ni dans l'inquisition. Et on n'est pas obligé de forcer les limites de l'intimité de l'autre. Je peux, sur l'instant, alors qu'on me pose une question, dire c'est un peu intense pour moi, je vais te répondre, donne-moi un peu de temps. Mais donne-moi un peu de temps ne veut pas dire que je fuis, ne veut pas dire que je t'aime pas ou ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en toi. Donne-moi un peu de temps peut juste dire, enfin, laisse-moi accepter l'idée que je vais te laisser rentrer dans cette partie de mon intimité parce qu'on peut concevoir que vous considériez votre argent et votre gestion financière comme votre intimité. Donc, attention à ne pas vous braquer parce que l'autre n'a pas le même rapport à l'argent que vous. Pour moi, c'est important de demander à l'autre s'il a déjà fait faillite. Parce que je pense que le fait que l'autre ait déjà fait faillite peut avoir une incidence sur la, je ne sais pas comment on dit, sur la propreté bancaire de la personne. La personne peut avoir été interdit bancaire ou peut y avoir des annotations portées quelque part qui vont entamer votre capacité à faire des crédits, etc.
je pense que ça vaut la peine de poser la question. Alors, pour moi, c'est important parce que moi, j'ai fait faillite et parce que je continue de dire que c'est parce que j'ai fait faillite, en tout cas ma société a fait faillite, que je voulais que Frédéric et moi, on ait un contrat de mariage parce que je voulais que lui et nos enfants soient protégés. Je pense aussi que ça permet d'éviter les silences bizarres ou les silences gênés ou d'apprendre des trucs par des biais détournés. Tout ce qui est relatif aux faillites est souvent entouré de beaucoup de spéculations et je trouve que c'est plus simple de demander à l'autre est-ce que tu as fait faillite comme ça donne la possibilité à l'autre de dire oui, non, voilà ce que j'ai mal fait, voilà ce qui ne dépendait pas de moi et on passe à autre chose. D'accord. Ouais, mais c'est la première fois que tu fais comme ça. Alors, dis-nous pourquoi tu fais comme ça. Non, c'est que la question est très, la question n'existe que pour les gens qui ont déjà monté des sociétés et autres, puisque si tu as jamais monté de société, tu n'as jamais fait faillite. Donc voilà, mais pour moi, ça fait partie moi, dans cette discussion, pour moi, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tabou. Ça ne veut pas dire que je sois prêt à répondre à tout dans les 5 minutes, dans les machins, mais il n'y a pas de tabou, en fait. Donc, si vous savez que vous avez affaire à un chef d'entreprise ou à quelqu'un qui a des entreprises, c'est bien de savoir si la personne a déjà eu des problèmes ou s'il y a des choses qui traînent. Enfin, c'est ça. Être interdit bancaire à un moment de sa vie, c'est pas un truc définitif. C'est une maladie. C'est pas une maladie, quoi. Voilà, donc c'est toujours la logique de dépasser quelque chose qui va un peu dans cette logique, mais pas forcément pour les créateurs d'entreprise, c'est est-ce que tu as déjà eu des soucis de surendettement ou des choses comme ça? C'est la même chose. C'est pas pour. Ça peut mettre mal à l'aise la personne, donc si ça la met mal à l'aise, il faut attendre qu'elle soit à l'aise, mais c'est pour aussi savoir dans quelle mesure. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut faire? Il y a deux choses. Il y a pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et il y a aussi le fait de comment on peut éventuellement sortir de là. Parce que, dire, comment je peux t'aider? Voilà, parce que si demain on a l'intention de construire une maison ou de faire un crédit ensemble et que finalement tu as une situation qu'on pourrait régler ensemble, c'est un peu couillon de ne pas pouvoir de mettre un crédit parce qu'il y a. Tu as voulu me dire que tu as été en que tu devais 500 €, quoi. Ou 500 000, enfin, autant qu'on le sache. Pour moi, la dernière question, qui a l'air comme ça bizarre, mais qui pour moi détermine la qualité de notre avenir financier, c'est quel est ton rapport à l'argent? Tu penses quoi de l'argent? Je pense que si Frédéric m'avait dit la première fois, l'argent ne fait pas le bonheur, j'aurais été un peu embêtée en fait. Je sais, j'ai pas besoin de toi pour savoir que l'argent ne fait pas le bonheur. Toutes les petites phrases, moi, qui visent à culpabiliser les gens qui gagnent de l'argent ou à jeter l'opprobre sur les gens qui gagnent de l'argent ou jeter l'opprobre sur une ambition financière, moi, ça ne me va pas. Parce que je me suis toujours dit, ce que je veux, c'est gagner suffisamment d'argent pour offrir le niveau de confort matériel que je veux offrir à ma famille, à mes enfants. Donc, je pense que c'est important de se poser ces questions-là. Et c'est ça que Frédéric voulait me dire à l'époque où je lui ai dit bien matériel n'est que poussière. Il n'était pas à l'aise avec cette histoire de on ne parle pas d'argent parce que bien matériel n'est que poussière. Donc, je pense que ça vaut la peine de savoir si l'autre pense que l'argent c'est sale, que les gens qui gagnent de l'argent ce sont des salauds, des pingres, des personnes qui font des malversations financières, ou alors que la personne pense que de toute façon, il faut gagner de l'argent pour être quelqu'un de bien, etc. Je pense que demander à l'autre, qu'est-ce que tu penses de l'argent? Comme ça, sans circonscrire en plus, ça donne des informations, des pistes importantes. Il y a autre chose qu'on n'a pas dit. Non, je vais répéter un truc qu'on a dit plusieurs fois dans cette discussion. Il ne faut pas en faire un drame, il ne faut pas en faire une discussion. Il faut essayer en tout cas de ne pas en faire une discussion tendue. Elle n'a pas l'obligation d'arriver à son terme en 3 minutes. Voilà, il faut juste positionner ça dans une logique de construction d'un avenir. Alors, pareil, il ne faut pas le faire. Si on a commencé à sortir ensemble samedi, on ne va pas faire ça mardi. En fait.
peut attendre un peu de savoir si on a l'intention d'aller loin ou pas loin. Mais quand on pense, en tout cas, l'avenir nous dira si ça va durer aussi longtemps qu'on pense. Mais quand on pense que ça va durer longtemps, je pense qu'il y a des sujets donc l'argent en fait partie et d'autres encore, mais il y a quelques sujets qu'il faut aborder. Je suis assez d'accord avec Frédéric, enfin complètement d'accord avec Frédéric. Et la dernière chose pour moi, c'est il faut accepter le fait que le rythme conversationnel des uns ne soit pas forcément celui des autres. Quand de l'extérieur, quand je prends du recul pour nous observer, Frédéric et moi, quand on a une conversation, si un des deux doit être passionné, ça sera souvent Frédéric parce que je suis hyper intentionnelle sur la façon dont je parle, je fais attention à chaque mot, et du coup, parfois, ça l'agace un peu parce que je fais vraiment attention pour être sûre que mon propos soit fidèle à ma pensée. Mais moi, en général, quand j'ai fini une conversation, la conversation est terminée. Quand je dis « OK », quand je me couche pour dormir, j'ai fini la conversation. Frédéric ne fonctionne pas comme moi. Maintenant, je sais, avec le temps, 9 fois sur 10. Il revient et me dit on s'est dit telle chose, j'ai continué à y penser. Le temps qu'il passe tout seul, il se réveille à 3h30 du matin pour travailler. Pendant ce temps qu'il passe tout seul, il continue à réfléchir et me dit j'ai pensé à telle chose, on pourrait régler telle chose de telle façon, je t'ai dit telle chose, mais je ne suis pas allée au bout de mon propos. Donc, je sais que là où moi, généralement, enfin, est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ça, que c'est important pour moi. Je ne me couche pas en ayant un truc contre lui, etc. Je vais le réveiller pour lui dire, moi, je ne me couche pas comme ça. Quand je me couche, j'ai fini. Mais je sais qu'il va revenir. Et généralement, j'attends le moment où il va venir finir la conversation avec moi. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne prends pas ombrage ni du fait que sur le coup, il se crispe. Je me dis, ce n'est pas personnel, ça n'a rien à voir avec moi. Ni du fait qu'il revienne parce que il a vraiment une réflexion à tiroir et ça va de plus en plus loin, c'est de plus en plus profond. Je suis OK avec ça, le temps que ça va prendre pour qu'on arrive là où on va. On vous laisse. Je crois que vous devez parler d'argent avec la personne qui partage votre vie. Bye. Là, c'est les objets de cavalier. Mais on a dit bye. Mais en cas, bon. On a dit bye. Quand on a dit bye. Oui, mais Frédéric, il faut me donner le temps d'effacer le truc. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de mettre ça. C'est-à-dire, tu te connais avec ton truc de bêtisier. Tu ne vas pas nous faire le truc. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.